Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pas de troisième mandat pour le président béninois Patrice Talon. Le chef de l'État a pris cet engagement lors d'un sommet citoyen. Il devrait donc quitter le fauteuil présidentiel en 2026. La 10e édition du Salon de l'action gouvernementale au Cameroun. L'événement se tiendra du 25 au 31 juillet prochain à Yaoundé. La stratégie nationale de développement 2020-2030 doit notamment être au cœur des débats. Et puis la Banque africaine de développement s'apprête à soutenir la création de chaînes de valeur agricole en Côte d'Ivoire, une mesure qui permettra notamment de favoriser le développement économique des zones rurales. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une nouvelle offensive des forces rebelles dans la région du Tigré en Éthiopie. Une information divulguée ce mardi par leur porte-parole, Getachew Reda, qui précise par ailleurs que l'assaut a été lancé à Raya. Il ajoute également que les combattants rebelles sont parvenus à sécuriser la majorité du sud du Tigré, avec la prise de contrôle de la ville d'Alamata. Les réseaux de télécommunications étant majoritairement coupés dans la région, ces informations n'ont pour l'heure pas pu être vérifiées. Il ne briguera pas de troisième mandat. Le président béninois Patrice Talon s'est engagé à quitter le pouvoir à la fin de son mandat en 2026. Un engagement pris le 10 juillet lors d'un sommet citoyen placé sous le thème de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'événement était organisé par plusieurs ONG telles que Tournons la page, Aïssatou Bari. Il convient de limiter les mandats, a déclaré le président du Bénin, Patrice Talon. Le chef de l'État s'est exprimé lors du sommet citoyen pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'alternance dans la sous-région. Organisé du 8 au 11 juillet 2021 au Bénin par plusieurs organisations non gouvernementales telles que Tournons la page et Togo Debout, l'essentiel des débats ont tourné autour de la limitation des mandats présidentiels, pas souvent respectés. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple, plutôt que de laisser les uns et les autres rester éternellement dans la fonction. Vous avez absolument raison de prôner l'alternance. Je m'en soucie pleinement et je m'engage devant vous à la défendre, à en être témoin. Les 150 délégués d'organisations de la société civile venus d'une dizaine de pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont pris acte de cette déclaration. Pour la société civile, la limitation des mandats à 2 doit devenir rapidement un critère intangible. Mais les missions d'observation électorale doivent aussi se renforcer, estime-t-elle. Il fallait effectivement que nous puissions nous tourner vers la CEDEAO. Nous sommes dans l'espace communautaire ouest-africain et lorsque la CEDEAO délègue des missions d'observation électorale, nous sommes toujours surpris par le gap qu'il y a entre les réalités sur le terrain où il y a beaucoup de fraude et les constatations et les déclarations de la CEDEAO qui sont aux antipodes des préoccupations des peuples. Et donc nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous estimons que la CEDEAO est en train de s'enliser dangereusement dans une posture de soutien systématique aux chefs d'État. Et cela se fait au détriment des préoccupations, des aspirations populaires. Donc, nous pouvons nous adresser au chef d'État, comme nous l'avons fait avec M. Patrice Talon, qui incarne, je crois, un nouveau leadership et qui a accepté, dès le début de son second mandat, de le dire clairement que ce sera son dernier mandat. Nous espérons donc pouvoir atteindre d'autres chefs d'État à titre individuel. Si le protocole de la CEDEAO est clair sur la question par le troisième mandat, son application pose problème au vu des conditions dans lesquelles plusieurs élections se sont déroulées récemment dans la sous-région. Une grosse campagne de sensibilisation est d'ailleurs annoncée dans les 15 pays de la sous-région ouest-africaine. Dans le reste de l'actualité, le début des auditions de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo en République démocratique du Congo. L'ancien chef du gouvernement a comparu ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Une première audition qui aurait duré 5 heures. Aujourd'hui député, Augustin Matata Ponyo est soupçonné de détournement de fonds dans l'affaire relative à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, des faits qui se seraient déroulés alors qu'il occupait le poste de Premier ministre. Autre affaire pour laquelle il est aussi mis en cause, celle liée à la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le Cameroun se prépare à organiser la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale. L'événement doit s'ouvrir le 25 juillet prochain au Palais des Sports de Yaoundé. Cette année, l'événement sera centré sur la stratégie nationale de développement 2020-2030, une initiative lancée l'année dernière et visant à faire du Cameroun un pays émergent. Marie-Colette Babasagana.
Pour accompagner le gouvernement dans la vulgarisation de son nouveau cadre de référence pour les actions de développement jusqu'en 2030, le Salon de l'action gouvernementale 2021 vise de manière globale à vulgariser la stratégie nationale du développement 2020-2030. Dans son rôle de vitrine, le Salon de l'action gouvernementale ambitionne de clarifier prioritairement le nouvel outil de développement pour sa bonne appropriation par les pouvoirs publics qui le mettent en œuvre et les populations qui sont les principales bénéficiaires de ces retombées. Au départ, de rattraper un peu les engagements qui étaient pris dans le DSE qui ne sont pas arrivés à terme. Vous connaissez la question des grands prix de première génération, vous connaissez le Planut, vous connaissez la Cannes. Tout ça, c'est au départ, il faut reprendre en main tout ce passif pour pouvoir se positionner convenablement pour 2030. Donc là aussi, il n'y a pas un point de discontinuité à créer. La SND 30, je disais, a tiré les leçons du DCE et ces leçons notamment portent sur notre compréhension de la croissance, notre maîtrise des processus de préparation des projets, des questions d'efficience en matière de projets. Nous avons beaucoup appris comme pays. Il est donc question de reverser toute cette expérience dans le cadre de la deuxième phase de vision, donc jusqu'en 2030. Pour mieux comprendre la stratégie nationale de développement 2020-2030, les interventions seront axées sur certains secteurs comme la gouvernance, le développement durable, l'éducation, la recherche ou encore l'économie numérique. L'occasion nous sera donnée pendant le SAGO et nous serons donc là pour donner tous les détails, dire aux uns aux autres comment ils doivent être impliqués parce que chacun doit jouer sa partition. Ce n'est pas seulement une question des administrations, le secteur privé, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Il y a la nécessité d'un véritable changement de paradigme et d'état d'esprit pour qu'ensemble, on voit venir cette émergence. Pour accompagner le gouvernement dans la vulgarisation du nouveau cadre de référence pour les actions de développement au cours des prochaines années, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale prévue du 25 au 31 juillet au Palais des Sports de Yaoundé portera sur le thème du document de stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? La Banque africaine de développement continue de soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'institution va accompagner l'État dans la création de chaînes de valeur agricole pour la banane, le café ou encore le cacao. Un soutien qui traduit une véritable ambition, rendre la croissance économique du pays plus inclusive. Corinne Néoné. En Côte d'Ivoire, la culture de la banane, la mangue, l'huile de palme, la noix de cajou, le café, le cacao vont bénéficier d'importants investissements provenant de la Banque africaine de développement. Selon le président de l'institution panafricaine, il sera question de favoriser la création de chaînes de valeur agricole par la transformation des zones rurales en zones de création de richesses pour la réduction de la pauvreté. Le gouvernement a vu juste d'approcher la base, la Banque africaine de développement, pour développer ces chaînes de valeur. Parce que jusque-là, la Côte d'Ivoire est un producteur. Les autres chaînes de valeur sont laissées. Par contre, ce qui fait que le producteur, à la fin, ne fait que vendre la matière brute. La Côte d'Ivoire, les producteurs n'ont pas la valeur ajoutée. Et vous allez voir que dans certains produits comme le café, les gens commencent à délaisser. L'agriculture en Côte d'Ivoire constitue 50% de l'économie du pays. Le pays se positionne en effet comme leader mondial du cacao, de la noix de cajou, mais aussi de l'EVA. Cependant, malgré son important potentiel, l'agriculture ivoirienne est encore extensive, avec des techniques et matériels agricoles rudimentaires, archaïques et d'importants soucis de financement pour les petits producteurs. Lorsque vous prenez les villes intérieures comme Soubé ou bien à Bengourou, que je suis originaire, si on installe une usine de transformation par exemple, même le manioc, ça crée de l'emploi. Donc, ça réduit le chômage,
ça a même réduit l'exode rural. On ne va plus aller à Abidjan, ni à Yamoussoukro, ou bien à San Pedro pour aller gonfler les populations là-bas. Les gens vont rester sur place. Depuis 2015, la Banque africaine de développement a multiplié par 4 ses investissements en Côte d'Ivoire pour porter son portefeuille à 2,7 milliards de dollars. L'institution bancaire panafricaine est résolument engagée dans la transformation de l'activité agricole sur le continent avec sa stratégie Nourrir l'Afrique 2016-2025 qui porte un intérêt tout particulier au développement des chaînes de valeur agricoles pour l'essor d'un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif qui crée de la richesse, améliore les conditions de vie et préserve l'environnement. 3,3 milliards de dollars, c'est le montant d'un contrat de partenariat public-privé signé entre le Maroc et le Niger. Un accord qui permettra de mettre en œuvre 6 projets notables à Niamey. Parmi eux, la construction d'un complexe agro-industriel notamment, ou encore l'édification de plus de 36 000 logements sociaux. Joël Ballot. Au cours des 8 prochaines années, 6 projets industriels et d'infrastructures seront réalisés par le Maroc au Niger, évalués à 3,3 milliards de dollars. Ce programme, issu d'un contrat de partenariat public-privé entre les deux nations, vise à redonner fière allure à Niamey, la capitale du Niger. Aujourd'hui, le Maroc relance ses projets en Afrique et cette coopération avec le Niger correspond à une temporalité politique nouvelle avec l'arrivée de Bazoum. Le président Bazoum veut véritablement se lancer dans un projet de modernisation et surtout des actions permettant au Niger d'avoir des chantiers et de permettre au pays de créer des emplois et en tout cas dynamiser un pays qui a tant besoin de projets, de création d'emplois, etc. Avec cet investissement, l'objectif du Maroc est de construire sur une superficie de 1050 hectares une ville nouvelle avec près de 37 000 logements sociaux, un centre commercial, un complexe agroalimentaire. Un engagement qui va permettre au moins sur 8 ans de réduire le taux de chômage au Niger, évalué en 2020 à près de 50% selon l'Atlas mondial de données. C'est un pays qui est dans une courbe ascendante de développement. Nous savons aussi que les ressources du Niger vont tripler, voire quadrupler dans les 3 années à venir. C'est le moment de s'installer. Il aura donc fallu attendre 2 années pour aboutir à la signature du protocole d'accord entre les autorités du Niger et le groupe marocain IMI Finance Holding, un projet prometteur dans lequel le Maroc s'attend dans le futur à un retour sur investissement important. Un mot de sport à présent avec les préparatifs de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. Une étape de plus a été franchie le 5 juillet dernier avec le tirage au sort des éliminatoires par zone. À noter que la compétition se déroulera cette année en Égypte. On fait le point avec José Douglas. La zone Ouest B accueillait le premier tirage au sort zonal pour les clubs de football féminin appelés à disputer cette nouvelle compétition de la Ligue des champions CAF. Parmi les clubs, nous retrouvons des Amis du Monde de Football Club du Togo, Association sportive de la police du Niger, Hazard Kass Ladies Football Club du Ghana, Union sportive des forces armées du Burkina Faso, Rivers Angels Football Club du Nigeria, 11 Sœurs de Gagnoa de la Côte d'Ivoire. Notons également le tirage au sort du tournoi qualificatif zone UNAF, première journée prévue le 24 juillet, et troisième journée le 30 juillet, AS FAR du Maroc contre ASBH de la Tunisie. Bien sûr, avec les tournois zonaux qui vont attirer du public et cela va booster l'image du football féminin sur le continent. Surtout si on permet aux chaînes de télé africaines la retransmission des matchs, cela va permettre de relancer le football féminin. Après, je pense que cela va amener le public à aimer le football féminin et partir au stade pour assister aux matchs de championnat de leur pays. L'objectif de la CAF est de développer le football féminin en Afrique et elle mettra en vedette les meilleures équipes de tout le continent. Pour désigner les équipes qui participeront à la compétition finale en Égypte, plus tard, les qualifications de zone se joueront sous forme de tours éliminatoires. Les 6 meilleures équipes, une de chaque zone, et l'hôte du tournoi final, l'Égypte, ainsi qu'une équipe supplémentaire de la zone détenant le titre de la précédente de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2018 se qualifieront pour le tournoi final. Il y aura un regard particulier sur Union sportive des forces armées du Burkina Faso. C'est l'équipe championne du Burkina.
et j'espère qu'elles vont bien représenter le pays au tournoi qui sera organisé en Côte d'Ivoire. Je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'elles vont se qualifier pour la phase finale. La directrice exécutive du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du centre CECAFA, Oka Gacheo, a procédé aussi au tirage au sort de la zone pour cette première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. 9 clubs prennent part à ce tour préliminaire qui se déroule au Kenya du 17 juillet au 1er août 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.